Les plus populaires du collège, du lycée n'ont pas mal fini. Voilà, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Tu vois, c'est l'un de mes moments préférés. Je t'ai déjà dit, mais c'est l'un de mes moments préférés de la semaine parce que c'est là que je vais faire ma thérapie. Alors, excuse-moi si c'est la première fois que tu découvres ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Il y a 3 ans, j'étais peut-être comme toi, salarié d'une entreprise classique à Lyon. Et j'ai compris que la vie ne pouvait pas se résumer qu'à métro, boulot, dodo, le week-end seulement pour profiter de la vie, pour faire des barbecues entre collègues, entre amis, 5 semaines de congés payés. Donc j'ai décidé, alors c'était pas il y a 3 ans, mais il y a 5 ans, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit non, voilà, il faut que ça change. Il faut que... Il y a mieux. Je peux prétendre à mieux alors que j'avais une vie qui était considérée par certains comme enviable. Belle voiture, place de parking réservée, un salaire confortable. Je me dis non, c'était pas ça que ça la vie. Et je me suis dit, voilà, je vais me rapprocher de mes proches, de mes parents, pendant qu'ils sont encore en vie. Et puis, j'ai décidé de changer de vie, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, ces sujets, et comment j'ai changé de vie, c'est grâce à l'investissement locatif, à l'immobilier. C'est grâce aussi à l'entrepreneuriat, au business, aux différents business où je me suis lancé. Donc, si ça t'intéresse, ces sujets-là. Si ça t'intéresse aussi au développement personnel, parce que quand on devient entrepreneur, quand on devient investisseur, c'est surtout une bonne partie de mindset, d'état d'esprit. Donc ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et puis surtout t'inscrire dans un de mes cursus que tu trouveras dans la description. Voilà. Donc, comme je te le rappelle, j'improvise beaucoup. Cette année, j'ai décidé de te donner beaucoup plus de contenu et de me lâcher tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, je te fais un petit clin d'œil, c'était que tu sais, quand tu rencontres des camarades d'école, je suis tombé sur un camarade d'école qui est garagiste, tiens, à l'occasion, il faudrait que je l'interviewe, qui est garagiste près de chez moi. Et tu sais, quand tu retrouves des camarades d'école, quand tu étais au collège, je sais pas, tu dois faire la même chose. Tu essaies d'avoir des nouvelles des anciens. Ah, demande les nouvelles d'un tel, demande les nouvelles d'un tel, ou... Voilà. Et toi, quand t'étais... Enfin, je sais pas si toi tu le pensais, mais quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège, quand j'étais au primaire, tu sais, je vais pas revenir dessus, parce que j'y reviens pratiquement à chaque émission, mais j'avais 20 kilos, 30 kilos de trop, j'étais obèse. Bon, j'étais quand même bon élève, mais pas plus que ça. Et... je me réconfortais en quelque sorte en me disant ouais, les mecs qui se moquent de moi, qui sont populaires, puisque tu as une certaine jalousie, j'ai pas honte de l'avouer, tu sais, tu en prends plein la gueule. Donc tu te dis bon, oui, je suis un loser, je suis un vrai loser au moment où on est au collège ou on est au lycée, mais voilà, si je m'accroche, si... je fais bien, je travaille bien, j'arrive à avoir mon bac avec mention bien, donc je fais des études, je serai ingénieur, et puis voilà, tout ira mieux, alors que ceux-là qui sont en train de rigoler, se foutre de ma gueule, eh ben, ouais, ils vont crever voilà quoi. Donc, toi tu te réconfortes comme ça, je sais pas si toi, par exemple, si toi tu as 15, 16 ans, 17 ans, je pense qu'il y a très peu de personnes de cet âge qui m'écoutent, mais on sait jamais, ça peut servir. Toi tu te dis, bon, tu te réconfortes, en se disant, ouais, purée, mais j'en prends plein la gueule, collège, lycée, et puis c'est véhiculé aussi par les films, tu vois, les films américains, on te montre les pom-pom girls, alors peut-être que j'avais parlé de ça, mais on sait jamais, ça me revient. Les pom-pom girls, les quarterbacks, les gars qui jouent au foot ou qui jouent au basket, tu vois, les mecs qui sont populaires, ils sont musclés, il y a les filles, donc tu sais, je regarde des émissions de Malcolm où les têtes d'ampoule, les grosses têtes, eh ben, ils sont catalogués, ils sont mis à l'écart, et puis c'est le règne des gars populaires. Et toi, tu te réconfortes. Alors, c'est véhiculé par ça, il y a cette image-là. Et toi, tu te réconfortes. Alors, moi, je me réconfortais en tout cas. Et je suis sûr que je suis pas le seul à penser ça. Tu te dis, ouais, peut-être que je galère. Je galère parce que je galéré avec les filles, je galérais avec au sport, puisque j'étais toujours la risée. Soit on me regardait avec pitié, parce que j'en bavais, quand je me souviens quand je faisais de l'endurance.
purée, mais j'en bavais, mais tu sais, j'ai toujours été, enfin, mon mental qui m'a sauvé parce que au lieu de me faire dispenser comme tout le monde, tu sais, tu dis, ouais, je suis asthmatique, tu arrives à convaincre ta mère au bout d'un moment, elle va lâcher, ou tes parents. Moi, j'en voulais, je dis non. Voilà, je me souviens que j'ai été là une fois en gymnastique, puis ouais, mais je me souviens, bah, c'est pour ça que, tu sais, quand tu rencontres des gens et en parlant, j'ai des images qui me reviennent. Et un jour, c'était le premier cours de gymnastique, et tu vois, j'étais comme un éléphant, et on me demandait de prendre un trampoline et de sauter, alors je sais pas, un tremplin, et de sauter sur le cheval d'arceau. Tu sais, le truc là, le gros. Oui, c'est un cheval d'arceau, je sais pas comment te le décrire. Et je me souviens, alors peut-être que je t'ai déjà raconté, que je me suis pris les pieds, parce que tu devais sauter, te mettre ta main et écarter les jambes pour retomber ensuite en dessous du cheval d'arceau. Et je me souviens que j'ai pris les pieds dans le cheval d'arceau, et j'ai eu le temps juste de me rouler à terre parce que le cheval d'arceau a basculé et il aurait pu tomber sur moi. Et en ce temps-là, on faisait du sport avec plusieurs classes. Donc les gars, ils se sont arrêtés. Il y avait plusieurs ateliers. Il y avait atelier corde. Et je me souviens que les gars, les filles, les gars, ils se sont... En fait, c'est comme si un gymnase s'était arrêté, silence, et puis éclatement de rire. Donc, quand tu es au collège, tu es en cinquième ou quatrième, tu prends ça dans la gueule, et que tu n'es pas bien dans ta peau, je suis sûr que soit tu as deux solutions. Soit tu te fais dispenser et on ne te revoit plus, soit tu assumes. Et moi, c'est grâce à mon père, je t'ai déjà parlé de mon père. Il m'a dit non, tu vas aller. Et j'ai assumé, je dis ça, j'ai réécrit l'histoire, j'étais pas fier, j'avais peur. Déjà, je devais vaincre la peur de remonter sur le cheval d'arceau, et ensuite, quand c'était mon tour de passer, c'était pas que les gars de mon atelier qui s'arrêtaient, c'était tous les autres gars pour essayer de voir si je tombe pour ricaner encore. Tu sais, quand c'est l'âge bête, quand t'es au collège, tu te soucies pas de... Tu es pas empathique, tu es pas empathique, voilà quoi. Donc du coup, ce qui m'avait réconforté, je me souviens maintenant, je dis putain, bande de connards, vous vous foutez de ma gueule, ben je suis sûr que je vais réussir. Et vous allez crever la gueule ouverte. Voilà, vous êtes populaire, vous sortez, moi je ne à peine aborder une fille, vous sortez avec les plus belles filles, ben les gars, vous vous foutez de ma gueule, ben moi je sais que je vais réussir. Et ça me faisait avancer. Et alors, je suis désolé si tu es dans ce cas et c'est ton leitmotiv, je vais te casser un truc. Toi, tu es persuadé de ça. Quand tu es jeune, t'es persuadé que c'est vrai, c'est la vérité, parce on t'a appris ça depuis ton plus jeune âge. Va à l'école, travaille bien à l'école, ne t'amuse pas, sois sérieux, ne parle pas, ne bavarde pas, suis les cours, ne sèche pas les cours. Et tu vas pouvoir avoir de bonnes notes, comme ça tu seras sélectionné, tu vas pouvoir prétendre à faire une prépa parce que tu auras de bonnes notes, tu auras ton bac avec mention, tu vas faire une école d'ingénieur ou une école de commerce ou une école polytechnique, tout ça, devenir médecin, comme ça tu vas devenir quelqu'un de respectable. Peu importe que tu sois une tête d'ampoule, pour reprendre l'expression de Malcolm, peu importe qu'on se foute de ta gueule. Et tu vois, il y a des gens qui tu peux être tenté de dire ça à ton enfant. Effectivement, moi, j'hésite. Soit je dis, bon, écoute, voilà, parce que j'ai une fille, et je lui dis, mais voilà, travaille bien, Dieu merci, elle travaille bien, et ça me fait, je sais pas. Je suis tenté de lui dire, bon, je pense qu'il faut pas le dire trop tôt. Genre, il faut toujours regarder dans le schéma actuel. Et puis, montrer par l'exemple qu'il y a une autre solution. Il y a une autre manière de faire. C'est pas nécessairement ce système qu'il faut respecter. Alors, ma fille, et Dieu merci, elle est très bonne à l'école. Enfin, très bonne, j'exagère, tu vois, quand t'es parent, tu as tendance voilà, tu augmentes le truc, tu vois. Bon, elle se débrouille bien, elle est au CP, donc voilà. Bref, du coup, tu dis, bon, voilà, elle ramène des bonnes notes, mais oh,
pour revenir au sujet, pourquoi, en ayant des nouvelles de ceux qui travaillaient bien à l'école, alors la plupart, effectivement, ont fini ingénieur, la plupart ont fini médecin, et puis, alors que c'est normal, tu disais, bon, ils sont sérieux, ils ont travaillé correctement, ils ont été sérieux, ils ont poursuivi leurs études, ben voilà, c'est des têtes, voilà. Ensuite, il y a un premier truc que j'avais remarqué. Tu peux être populaire et travailler bien à l'école. Voilà. Moi, je me souviens que les filles de 4e, 3e latin, elles étaient populaires et travaillaient très bien à l'école. Ben, la plupart ont réussi. Donc ça, c'est une première faille. Et puis, ceux que tu considérais comme des cancres, les gars qui séchaient les cours, les gars qui avaient de mauvaises notes. Toi, tu te dis, ouais, rira bien qui ira le dernier. Je me souviens, je répétais cette fable de La Fontaine, la fourmi, la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se retrouva fort, je sais même plus, quand la bise fut venue. Bah, tu te dis, ouais, moi je suis la fourmi, tu vois. Bah, toi, tu vas crever la gueule ouverte quand ce sera le. Alors, je peux te choquer, mais je veux pas te mentir. Quand tu prends un plein la gueule, et je suis sûr que tu as eu cette sensation, quand tu t'es retrouvé dans une... Alors, peut-être que tu étais le beau, mais quand tu as été la victime, on s'est foutu de ta gueule, voilà, tu avais un problème, et tu sais qu'au lycée, il y a toujours un problème, et tu as pas confiance en toi, au collège, c'est encore pire. Et tu te dis, bon, ben... crève la gueule, je suis sûr que tu vas crever la gueule ouverte. Ben, quand j'ai demandé à mon pote, qui était aussi populaire, c'était ça le paradoxe, parce que moi j'étais pote avec des gars populaires. C'est-à-dire que les mecs, ils me fréquentaient pas dans la cour, mais comme voilà, ils me trouvaient sympa. Alors cette personne en particulier, je te parle pas de mes potes que j'ai cités dans une émission précédente, mais quelques potes là, ben, voilà, ils me disaient, ouais, Belrix, c'est eux qui m'ont surnommé Belrix d'ailleurs. Ouais, Belrix, ouais. Et justement, on animait des soirées ensemble, voilà. Et tout le monde trouvait son compte. Moi, je t'ai peut-être parlé de... Eux, ils faisaient que du dancehall. Alors, du dancehall, c'était pas... Du reggae dancehall, c'est une danse qui se danse à tout seul. Donc, c'est de la musique assez festive. T'es pas antillais, tu ne connais pas ce style de musique, ben, c'est comme, je sais pas moi... Oh, les puristes me pardonneront, mais c'est vraiment du style du hip-hop, c'est le style de la techno, mais j'exagère hein, quand je dis ça. Tape dancehall sur YouTube, et tu verras de quoi je parle. Donc eux, ils mixaient tout ça, c'était le plus facile. Mais dès qu'il fallait mixer le zouk, c'est-à-dire les danses à deux, ben, tout le monde y trouvait son compte. Moi, j'osais pas inviter une fille, donc Belrix, c'est à toi de mixer, boum, et ils allaient danser. Ces gars-là, ils m'ont donné pas une leçon de vie, mais par l'exemple. C'est-à-dire que ils étaient populaires. Donc j'aurais pu me dire, dans ma façon de penser, ouais, vous êtes populaire, mais moi, bientôt, c'est moi qui vous donnerai du travail, tout ça. Ça, c'est une technique, alors je suis désolé, mais ça, c'est une mauvaise façon de penser. Tu souhaites du malheur aux autres, parce que, bon, tu es jaloux d'eux. J'étais pas jaloux, mes potes c'était mes potes, donc voilà. Mais ceux qui se moquaient de moi, parce qu'eux ils me chambraient, mais c'était gentil. On était même colocataires ensemble. Mais ceux qui me chambraient, mais c'est pas me chambrer, c'était vraiment méchant. Tu te dis, mais fuck you, man. Fuck you. Tu vas crever la gueule ouverte. Ben, je suis désolé de te dire, ces gars-là, ils ont plus de chances que toi de réussir. Ça va te choquer. Et tu regardes, hein. Réfléchis. Quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais, tu vas pas tomber sur lui, mais bien souvent, demande de nouvelles des gens populaires. Ben, ils sont pas devenus clochards, contrairement à ce que tu pensais. Ils sont pas finis, je sais pas moi, dans un boulot au SMIC. Non, c'est eux qui ont réussi. C'est eux qui ont réussi parce que voilà. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que ça, c'est la clé. Et moi, je l'ai pas compris, ça. Effectivement, je ne veux pas cracher dans la soupe. Heureusement que j'ai fréquenté des gens qui étaient populaires. Parce que ça m'a donné une autre vision. Heureusement que j'étais pas totalement fermé d'esprit, que je côtoyais ceux qui voulaient bien me côtoyer, et que j'étais pas... voilà, tu es populaire, ouais, mais on discute bien. Donc voilà. Mes potes qui étaient au CDI avec moi, bon, ok. Les gens qui discutaient.
Et je veux pas t'exclure parce que tu fais partie de tel clan, tel clan, tel clan. C'est toi qui m'exclus. Bref. Et je n'ai pas changé. Et heureusement, ça m'a enrichi parce qu'on s'enrichit toujours de ses expériences et des autres. Ce que j'ai constaté, c'est que quand je demande, oui, et c'est ça, franchement, c'est une leçon de vie, surtout si tu as 17, 20 ans, 21 ans, même si tu es à fac, ça va te servir. Pourquoi les mecs dont je demande, qui étaient populaires, je leur souhaitais qu'ils arrivent les pires trucs. Alors c'était pas méchant, mais tu sais, quand tu es gamin, tu es plus con que... T'es pas aussi sage que quand t'approches la quarantaine. Ben, surtout si on te fait du mal. Pourquoi ils sont... Alors je te dis pas qu'ils sont tous... ils ont tous réussi leur vie, mais la plupart, alors que tu penses que c'est la majorité qui vont être des losers. Tu sais, c'est véhiculé aussi par les films, mais les films sont... Tu sais, quand tu vois les rencontres de... Tu sais, en Amérique, ça se fait dans les rencontres d'anciens élèves, d'anciennes promotions. Ben, tu te rends compte que, ouais, un tel qui était populaire a fini loser. C'est ça que les scénaristes essayent de te montrer. Mais dans la réalité, c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gars-là, ils étaient populaires. Donc, ils avaient une compétence que moi, j'avais pas. Moi, j'avais une compétence, allez, scolaire. J'avais des notes correctes. J'étais pas bon spécialement, mais je me débrouillais. J'étais bon en informatique. C'est ça qui m'a sauvé. J'étais mauvais partout. Même tu sais, les gens ils me disent, ouais, t'as un dogme de maths. Mais tu sais, j'ai eu 4 en dogme de maths et j'ai eu 16, 17 en informatique. Donc c'est ça qui m'a donné la moyenne. Alors 4 c'était éliminatoire, j'ai dû repasser au rattrapage. Voilà. Et je me suis débrouillé pour avoir une note qui n'était pas éliminatoire, donc 8, ou je sais même plus, non, je crois que c'était 5 qui était éliminatoire. À l'époque, ça a changé, un truc qui date, c'est un dogmat, donc ça date, ça n'existe plus. Bref, donc il faut pas croire que je survolais, j'étais une tête, tout ça, parce que les gens ils me disent, ouais, t'es une tête, blablabla. Non, j'avais la chance. J'ai eu la chance de trouver mon élément très très tôt. C'est-à-dire que ma mère m'a acheté un Amstrad CPC 464 et je vais te raconter l'anecdote. Le CPC 464, je vais peut-être la raconter, mais c'était un Amstrad, je te parle d'un chinois. C'était un ordinateur. Alors si t'as moins de 30 ans, tu as peut-être connu Amiga, l'Atari, mais bon, les gars qui ont mon âge savent de quoi je parle. À l'époque, c'était l'ordinateur à disquette qui fonctionnait, que tout le monde avait. Et ma mère, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu. Elle s'est dit, bon, il m'a demandé un ordinateur, je lui ai dit, ok, je vais lui acheter, mais je vais prendre le moins cher. Donc je lui ai acheté l'ordinateur à cassette qui était déjà obsolète. Donc du coup, pendant que tous mes potes jouaient comme tu joues à la console, ils s'échangeaient des disquettes, moi j'étais obligé déjà d'apprendre le manuel pour apprendre à programmer, parce que j'avais personne à qui échanger des jeux. Et puis voilà, je me souviens que j'achetais des journaux spécialisés, ça n'existe plus à l'époque, tu achetais des journaux spécialisés où on te faisait des listings, c'est-à-dire on te donnait le code source du jeu, et tu tapais pendant 4, 5, 6 heures, 7 heures. Je me souviens que je me réveillais... Alors, je te parle d'un truc quand j'étais petit, ça date de 30 ans, c'est hallucinant comment j'ai connu les prémices de l'informatique. Alors que je suis pas si vieux que ça, je me considère comme jeune. Je me levais, réveillais à 6 heures du matin. Alors, la passion, tu vois. Et je prenais... J'avais 10 pages à saisir à la main. Et je comprenais rien. Et quand tu faisais run... Parce que c'était la ligne de commande pour faire l'exécution du programme, alors que tu avais pris le temps de sauvegarder d'ailleurs, et en plus c'était sur cassette, tu voyais un gros syntax error, purée, parce que tu souviens 10 pages, tu fais des erreurs. Et si tu sais pas de quoi tu parles, tu comprends pas ce que tu fais, bah tu es obligé de te prendre la tête. Bah, c'est ça qui m'a appris l'informatique. Et c'est pour ça que j'étais passionné, parce que je suis un gros malade, moi. Quand je suis passionné à quelque chose, je me lance. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et peut-être que, tu vois, j'avais cette compétence-là. Mais les gars qui étaient populaires, ils avaient une autre compétence. Alors peut-être que tu dis oui, mais ils étaient plus beaux que la moyenne, ils étaient
Oui, certains avaient un physique avantageux, mais il y avait un mec, et je me souviens, je le vois encore, le mec, il était plus gros que moi, alors que j'étais déjà gros. Le mec, il se foutait de ma gueule, parce qu'il était populaire. Parce que, voilà, il était populaire, il avait sa bande de groupies autour de lui. Donc ça n'avait rien à voir avec le physique, dans la tête. Et j'ai compris ça. C'est ces expériences qui m'ont fait comprendre, pas la vie, mais presque. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Parce que voilà, déjà, certains ont un physique avantageux, certains ont du répondant, c'est-à-dire que ce qu'on dit chez nous, ils ont de belles paroles, c'est-à-dire qu'ils ont du bagou, ils ont de la tchatch. Donc ça c'est mon pote là, qui est garagiste, il a la tchatch, il fait rire la veille du succès. Enfin il y a toujours je pense, toujours du succès auprès des filles parce que il sait faire rire. Bon, voilà. Et il y a des gens qui, voilà, ils ont eu, voilà, ce qu'on appelle du charisme, mais c'est pas plus que ça se dégage, c'est l'aura. Et surtout, ils ont compris un truc, et c'est ça, je viens en fait, excuse-moi. Ils ont compris un truc, c'est que ce qui fait, et j'ai compris ça, ce qui fait toute la différence, c'est une compétence qu'il faut avoir absolument si tu veux devenir entrepreneur ou investisseur, c'est le réseau. Et ça, j'ai pris du temps à comprendre ça. Et même maintenant, je t'avoue, ça me va, parce que... Alors, tu vas me dire, mais je suis... Oui, parce que des fois, je pratique souvent ce que je dis. Mais je sais très bien que j'ai encore des efforts à faire. Parce que je ne travaille pas assez mon réseau. Parce que pourquoi ils ont réussi? Pourquoi ils sont pas morts de faim parce qu'ils aient de mauvaises notes? Pourquoi, je sais pas moi, Simon Jean-Joseph, c'est-à-dire le grand pilote de rallye, tu tapes son nom, si tu ne connais pas, c'est simple, c'est Simon Jean-Joseph. Tu verras, c'est un mec qui me faisait rêver. Il a commencé en Martinique, il pilotait une Subaru Impreza bleue, et il dominait, mais de loin, le championnat de Martinique, et il a fait du rallye à côté de, voilà, Colin McRae, alors, je te perds peut-être, mais c'est la course automobile de rallye. Et du coup, Simon Joseph, je me rappelle, et c'est pour venir, c'est une anecdote qui m'est venue en tête. Simon Joseph, je me rappelle un truc. Il y avait un gars dans ma classe, quand j'étais en seconde. Il y a un gars, il séchait tout le temps les cours. Et le professeur de maths, alors je ne vais pas citer son nom, il est déjà à la retraite, mais je kiffais ce mec. Voilà. Ce prof de maths, il me dit, mais il demande à la classe, mais est-ce que un tel, il est comme Simon Joseph, c'est-à-dire qu'il a des parents haut placés. Parce que lui, effectivement, on le voit, il a un don, il sait conduire. Mais tu me dis oui, mais une fois qu'il aura fini de conduire, une fois qu'il aura fini, eh ben, il va crever la gueule ouverte, il va dépérir. Non! Simon Joseph va prendre la carrière. Déjà, il a fait de la compétition de haut niveau. Donc, il s'est fait un réseau. Et puis, quand il est rentré en Martinique, il est directeur, alors j'enregistre cette émission, il est directeur de la marina du Marin en Martinique, l'une des plus grosses marinas de la Caraïbe, l'une des plus célèbres de marinas de la Caraïbe. Il est en train de développer ça, il est là depuis 10 ans. Alors j'exagère, peut-être qu'il est là depuis 5 ans, je sais pas, je l'ai toujours vu là, après sa carrière. Donc tu me dis pas, il est directeur. Donc ça ne me dit pas que, voilà, c'est quelqu'un qui était populaire, qui était... Ben justement, peut-être qu'à son époque, il y avait un petit Belrix, l'équivalent d'un petit Belrix, qui disait, putain, fuck you, man. Tu te fous de ma gueule, parce que peut-être que les gens que tu admires, ils sont pas nécessairement exceptionnels. Hein. C'est pas parce que tu admires un héros, c'est pas quelqu'un qui fait toujours des choses bien. Alors moi, je suis pas un héros. Alors, loin de là. Alors peut-être que tu as une estime de moi, je suis pas un héros. Peut-être que un héros, c'est pas comme on te monte à la télé. Peut-être que je suis un héros à mon niveau, c'est-à-dire que un moment de ma vie, j'ai fait preuve j'ai eu une quête, à dire, je suis rentré en Martinique. J'ai eu envie d'entrer en Martinique et je me suis donné les moyens d'entrer en Martinique. Peut-être que pour toi, c'est hallucinant, c'est pas possible. Mais je ne suis pas exceptionnel. Je pars de beaucoup plus loin que toi. Je suis sûr et certain.
si tu m'avais vu au lycée, au collège, tu n'aurais pas misé 1 centime sur moi. Bref. Et tous les gars qu'on a énumérés, tous les gars que je pensais qu'ils allaient finir clodo sous un pont, les mecs, ils sont haut placés. Ils sont haut placés. Pourquoi? Parce que les mecs ont très tôt compris que c'était le réseau qui faisait tout. Et j'ai compris ça quand je suis entré à mon premier boulot. Quand tu travailles, surtout dans une entreprise, j'ai toujours dit ça à mes collaborateurs, c'est 60% de relationnel, de réseautage, surtout quand tu commences à montrer la hiérarchie, et 40% de compétences. 40% de compétences. Et ces gars-là, les 60%, ça vaut le coup. Et tu regardes bien, quand tu travailles, moi ça m'a choqué, mais je me suis fait chier à faire des études, faire bac+5 en informatique. Mais les connaissances que j'ai utilisées, c'était même pas niveau bac+2. Et encore, quand j'étais en informatique, en bac+2, c'est-à-dire en DUG, tout ce que je faisais, ben voilà, je savais déjà programmer. C'est pour ça. Donc t'as même pas besoin de les connaissances que tu vas te prendre la tête à acquérir. Qu'est-ce que tu fous avec de l'histoire-géographie quand tu es un informaticien? Je te parle de quand tu es un informaticien et que tu t'en fous de l'ouverture d'esprit, tu veux juste travailler pour gagner de la vie. Moi, c'est important de connaître son histoire, parce que c'est important de connaître ses racines, c'est important de connaître le contexte, parce que l'histoire se répète, c'est un cycle. Donc c'est hyper important. J'ai pas dit, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Donc, voilà, quand je suis arrivé, ce qui me manquait, c'était le réseautage. Et pourquoi j'ai réussi à... Oui, j'ai gravi les échelons. Tous les ans, j'étais promu. Parce que j'ai pris une telle claque. Je voyais que il y a un mec, il m'a donné une leçon de vie, tu vois. Le mec, il n'arrivait pas à ma cheville. C'est pas de la fausse prétention. Le mec, il n'arrivait pas à ma cheville. Et le mec, il était mieux vu que moi. Il avait de l'avancement. Il essayait de me poignarder dans le dos. Parce que voilà, la jalousie, il savait que j'étais meilleur que lui. Bref, il m'a donné une leçon de vie. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que je me mets pas dans mon mutisme. J'essaie de voir pourquoi. Et j'ai compris que c'était le réseau, le networking, Et ça marche. Et quand je fais la différence, tous les gars on approche de la quarantaine là. Nous, notre génération, enfin la génération de mes potes, tous ceux qui sont entrepreneurs, c'est le réseau. Et tu vois, les mecs, je les ai côtoyés parce que j'avais l'esprit d'entrepreneuriat de plus jeune âge, donc on faisait du business ensemble. Et je remarque que c'est les mêmes populaires qui savent. Ceux qui mènent la danse. Et mes amis qui ont fini ingénieur, tout ça, je suis pas sûr qu'ils soient plus heureux. Donc voilà, c'était le message que je souhaitais te faire passer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais te mettre comme... Parce que à chaque fois, j'essaie de trouver une formation de mon catalogue qui est en lien avec ce que je te raconte. Et si tu veux travailler ton réseau, c'est ça. Parce que si tu veux devenir entrepreneur, tu veux devenir investisseur, il faudra être un meneur d'hommes. C'est pour ça que Kiyosaki raconte dans son livre Père riche, père pauvre, qu'une fois qu'il a su vendre, qu'il est devenu le meilleur commercial de Rand Xerox, il a abandonné sa carrière, alors que ça lui a permis de acheter une Porsche, tout ça, et alors je sais pas s'il a fait l'armée avant, je crois, ou il était conducteur de tank. Il était conducteur de tank, tank c'était pétrolier, et il s'est engagé dans l'armée, parce que son père riche d'esprit lui disait, pour devenir un entrepreneur, il faut être un meneur d'hommes. Et pour être un meneur d'hommes, il faut savoir manager. Et moi, je pense que je n'étais pas un si bon manager. Parce que les mecs, quand j'ai décidé de prendre ma retraite d'informaticien, de responsable informatique, tous mes collaborateurs, alors que je pensais être un clébard, les gars, ils allaient dire Santa Débarras, ils étaient traumatisés. Enfin, traumatisés. Ils avaient la larme à l'œil, j'exagère pas, mais ils ont regretté mon départ. Ils se disent, oh purée, on savait comment tu fonctionnais, que c'était carré, que voilà, ton degré d'exigence, on te connaissait. Là, on saura pas on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Parce qu'ils savaient que je n'étais pas un petit chef. Et je te mettrai ma formation sur le management. Manager sans jouer la comédie.
manager sans jouer la comédie. C'est le management que, comme je le pratique, comme j'essaie de l'enseigner à mon épouse. C'est le management où il faut pas jouer la comédie. C'est-à-dire que si tu essaies de manager en jouant, en jouant un rôle, en faisant une théâtralisation, en n'étant pas naturel, ça va se ressentir. Si tu te contentes d'appliquer, tu fais ton manager, si tu n'as pas une dose de leadership ni d'entrepreneuriat, et un bon manager, c'est un leader. Un bon manager, c'est pas voilà un rouage de transmission, une boîte de transmission pour donner les ordres qui sortent d'en haut. Oui, c'est son rôle aussi. On est d'accord. Mais si tu sais pas pourquoi, la quête, la mission ultime, pourquoi l'entreprise a de ce sens-là, et tu sais pas l'expliquer, si tu donnes pas, et je vais pas refaire l'émission, c'est comme ça qu'on manage. Si tu dis, oui, on m'a dit qu'il faut faire ça, dorénavant, vous allez faire ça, bah tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Il faut comprendre pourquoi l'entreprise va dans cette direction. Il faut essayer de la comprendre. Si t'es pas d'accord, tu discutes avec ton supérieur hiérarchique et ensuite tu transmets. Voilà ce qu'il faut faire. Mais sinon tu seras un petit chef. Tu vas aboyer tes ordres, on va te détester, on va obéir parce qu'on te craint, mais on va pas te respecter. Et puis on te pleurera pas. Ça c'est sûr. Alors tu t'en fous si on te pleure ou pas, mais tu seras, voilà, tu vas sauter tôt ou tard. Tous ceux qui jouaient le petit chef, qui n'étaient pas dans leur botte, qui jouaient la comédie, qui jouaient un rôle, ils ont fini mal. Ils ont fini très mal. Donc, n'hésite pas à cliquer sur la description de la formation. C'est même pas la formation, c'est un atelier, tu vois. Et je te dis à la prochaine. Donc voilà. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Et puis d'ici là, pendant que tu fais ça, je te souhaite tout le bien. Voilà. Et puis porte-toi bien, voilà. Allez, à bientôt, bye bye.